Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Bonjour, c'est Béatrice. Êtes-vous prêt à embarquer avec moi dans la folie douce? La folie douce. Je pèse mes mots. Cette famille dont nous parle Olivier Bourdeau dans son roman En attendant Bojangles est une famille qui pratique l'extravagance avec tant de naturel qu'elle nous fait perdre nos repères tout en douceur. Voici une histoire extraordinaire et pourtant vraisemblable, dont l'exergue est une phrase de Charles Bukowski. Certains ne deviennent jamais fous, leurs vies doivent être bien ennuyeuses. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. On a tous été touchés un jour par une musique ou une chanson que l'on a tant aimée qu'on ne s'est pas lassé de l'écouter et la réécouter encore et encore. C'est ce qui arrive au héros de ce livre, dont le titre évoque une chanson écrite en 1968 par Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles, un vieux clochard dégingandé, ivre de vin et de musique, et qui danse dans ses haillons, qui danse dans la rue, dans sa prison. Il sautait haut, très haut, et retombait avec légèreté, dit la chanson. Miss Bojangles dance. I met him in Ce livre nous met dans le même état. Je veux dire, dans cet état d'ivresse, de vertige. Tourne le disque, tourne les pages, on se laisse envahir, on entre dans une autre forme de pensée. Et bientôt, inexplicablement, il nous paraît plausible, à nous aussi, d'adopter un oiseau de Numidie comme animal de compagnie, ou d'aller en vacances dans un château en Espagne, et d'y accueillir un ami sénateur qu'on appelle Ordure. Oui, tout cela nous paraît tout à fait naturel. and he danced a lick across the sound. Le narrateur du roman, c'est l'enfant. C'est pour cela que le lecteur admet comme naturel des choses tout à fait extraordinaires. L'enfant n'a pas le repère des conventions sociales. Il évoque le quotidien de sa famille sans étonnement. Voici par exemple comment notre jeune narrateur raconte certaines habitudes de ses parents. Je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais mon père n'appelait jamais ma mère plus de 2 jours de suite par le même prénom. Même si certains prénoms la lassaient plus vite que d'autres, ma mère aimait beaucoup cette habitude, et chaque matin, dans la cuisine, je la voyais observer mon père, le suivre d'un regard rieur, le nez dans son bol ou le menton dans ses mains, en attendant le verdict. « Oh non, vous ne pouvez pas me faire ça, pas René, pas aujourd'hui. Ce soir nous avons des gens à dîner, » s'esclaffait-elle, puis elle tournait la tête vers la glace et saluait la nouvelle Renée en grimaçant, la nouvelle Joséphine en prenant un air digne, la nouvelle Marie-Lou en gonflant les joues. En plus, je n'ai rien de René dans ma garde-robe. Un jour par an seulement, ma mère possédait un prénom fixe. Le 15 février, elle s'appelait Georgette. Ce n'était pas son vrai prénom, mais la Sainte Georgette avait lieu le lendemain de la Saint-Valentin. Mes parents trouvaient tellement peu romantique de s'attabler dans un restaurant entouré d'amour forcé en service commandé. Alors chaque année, ils fêtaient la Sainte Georgette en profitant d'un restaurant désert et d'un service à leur seule disposition. De toute manière, papa considérait qu'une fête romantique ne pouvait qu'avoir un prénom féminin.
C'est une histoire d'amour qui nous est contée là, à travers les péripéties d'une famille composée des parents, d'un enfant et de Mademoiselle Superfétatoire, un magnifique oiseau de la famille des échassiers rapporté d'Afrique et qui ne les quitte jamais. L'extrait que je viens de lire est cueilli en début de livre. Il nous donne une idée de la fantaisie qui anime le couple, jusque dans les plus petites choses du quotidien. Leur vie est une perpétuelle invention. Olivier Bourdeau a décidément une imagination foisonnante. Imaginez, c'est un peu comme si tout ce qui va de soi et que l'on fait, vous et moi, sans réfléchir, sans y penser, était perçu et recomposé, loin de tout critère et de toute convention. Alors, évidemment, lorsque l'enfant est en âge d'aller à l'école, lorsqu'il est mis en contact avec les autres, cela pose problème. Voici comment il se débat avec ces différences. À l'école, rien ne s'est passé comme prévu. Alors vraiment rien du tout, surtout pour moi. Lorsque je racontais ce qui se passait à la maison, la maîtresse ne me croyait pas, et les autres élèves non plus. Alors, je mentais à l'envers. Il valait mieux faire comme ça pour l'intérêt général et surtout pour le mien. À l'école, ma mère avait toujours le même prénom, Mademoiselle Superfétatoire n'existait plus, l'ordure n'était pas sénateur, Mr. Bojangles n'était qu'un bête disque qui tournait comme tous les disques et comme tout le monde, je mangeais à l'heure comme tout le monde, c'était mieux ainsi. Je mentais à l'endroit, chez moi, et à l'envers, à l'école. C'était compliqué pour moi, mais plus simple pour les autres. Mentir à l'envers, pour rétablir la normalité de sa famille dans le regard des autres. Et mentir à l'endroit, lorsqu'il raconte sa journée de classe pour satisfaire la soif de fantaisie de ses parents. Pas facile pour un enfant de faire ce grand écart. Il a du mal à s'y retrouver. Ce jeune narrateur n'est pas sans rappeler Momo. Vous savez, le petit héros de La vie devant soi, le roman de Romain Gary. Un autre épisode de nos podcasts des voyages littéraires lui est consacré. On retrouve dans ce regard d'enfant la même innocence. Olivier Bourdeau puise ici la même force expressive. Écoutez. La maîtresse avait une belle permanente couleur sable, comme si elle avait une tempête du désert sur la tête. Je trouvais ça très beau. Elle avait aussi une bosse dans la manche, et j'avais d'abord cru que c'était une maladie. Mais un beau jour de mauvais temps, alors qu'elle était enrhumée, j'avais vu la maîtresse sortir la bosse de sa manche et se moucher dedans. J'avais trouvé ça vraiment répugnant. Maman ne s'entendait pas du tout avec Tempête du désert, parce que la maîtresse ne voulait jamais me laisser partir au paradis quand mes parents le décidaient. Elle préférait qu'on attende les vacances de tout le monde pour partir. Elle disait que, déjà, avec ma maladie de l'écriture à l'envers, j'avais pris beaucoup de retard et que si je partais, j'allais laisser passer beaucoup de wagons. Alors, ma mère lui disait « Là-bas, les amandiers sont en fleurs. Vous ne voulez quand même pas que mon fils rate les amandiers en fleurs. » Monsieur Bojangles, dansez !» chante le tourne-disque qui suit la famille partout. Et les parents dansent. L'enfant dira un jour que leur danse était une prière de mouvement. Voici comment le père raconte après sa première danse son premier baiser. Au milieu d'une phrase, elle s'était penchée pour déposer un baiser sur mes lèvres, comme si on était mariés. Et moi, j'étais restée immobile, comme un imbécile. J'étais restée là, sans bouger d'un cil. C'était vraiment n'importe quoi d'être aussi nulle que ça.
Puis elle avait ri, et elle était partie en se retournant 2 fois pour voir ma tête de poisson fraîchement pêché. Il danse, il virevolte, il flotte au-dessus du sol. Mais ce que l'on comprend peu à peu au fil des pages, c'est que ce couple est pris dans le grand manège d'une folie qui n'est pas toujours aussi légère qu'on croit. La mère finit par faire des choses insensées. Sa déconnexion avec le réel la rend bientôt dangereuse. Son mari ne cède pas. Il continue de croire, envers et contre tout, que sa réalité est possible. Il est amoureux, amoureux au point d'entrer dans son jeu, entrer dans sa danse, pourrait-on dire. Connaissez-vous le poème qu'Aragon a composé pour sa chère Elsa ? Nul doute qu'il est dans le même état que le père de notre petit narrateur. L'amour, la danse. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une strophe de l'un des 20 poèmes du recueil publié en 1942 intitulé « Les yeux d'Elsa ». Quelle valse inconnue, entraînante et magique, m'emporte malgré moi comme une folle idée. Je sens fuir sous mes pieds cette époque tragique. Elsa, quelle est cette musique ? Ce n'est plus moi qui parle, et mes pas sont guidés. Réalité, mensonge, la frontière est fine. Et comme pour l'enfant à l'école, le mensonge n'est parfois qu'un subterfuge d'adaptation ou de survie. La norme que l'on dit réelle est souvent une folie à laquelle on succombe et on meurt. Le vivant, c'est le créatif, le jeu, l'élan. C'est pourquoi la fantaisie en est la meilleure garante. Lorsqu'en Afrique, nous avions aperçu une grue blessée sur le bord d'un sentier, elle avait souhaité la garder pour la soigner. Nous avions dû prolonger notre séjour d'une dizaine de jours, puis, une fois l'oiseau guéri, elle avait voulu le ramener à Paris. Mais elle n'avait pas compris qu'il fallait obtenir des certificats, les couvrir de tampons, de signatures, remplir des montagnes de formulaires pour passer la frontière. Pourquoi toutes ces dingueries ? Ne me dites pas qu'à chaque fois que cet oiseau survole les frontières, il doit remplir ce formulaire et qu'il doit se coltiner tous ses fonctionnaires. L'attitude du père me fait penser au film de Roberto Benigni, La vie est belle, où le père échafaude un grand mensonge par amour pour son fils. Ce mensonge le sauvera, parce que le réel est intolérable en vérité. Ici, c'est aussi par amour que le père agit. Il agit pour sa femme, pour la sauver de sa maladie. Il fait un jeu de sa folie, pour la rendre vivable. Notre jeune narrateur ponctue son récit par quelques extraits d'un journal écrit par son père et qu'il découvre avant de nous livrer ses souvenirs. Voici donc quelques confidences du père. Son comportement extravagant avait rempli toute ma vie. Il était venu se nicher dans chaque recoin. Il occupait tout le cadran de l'horloge, y dévorant chaque instant. Cette folie, je l'avais accueillie les bras ouverts. Puis je les avais refermés pour la serrer fort et m'en imprégner, mais je craignais qu'une telle folie douce ne soit pas éternelle. Pour elle, le réel n'existait pas. J'avais rencontré un Don Quichotte en jupe et en bottes, qui, chaque matin, les yeux à peine ouverts et encore gonflés, sautait sur son canasson frénétiquement, lui tapait les flancs pour partir au galop, à l'assaut de ses lointains moulins quotidiens.
Elle avait réussi à donner un sens à ma vie en la transformant en un bordel perpétuel. Sa trajectoire était claire, elle avait 1000 directions, des millions d'horizons. Mon rôle consistait à faire suivre l'intendance en cadence, à lui donner les moyens de vivre ses démences et de ne se préoccuper de rien. Le père a donc pleinement conscience de cette folie douce dans laquelle il s'est engagé. C'est un défi de chaque jour que satisfaire la démesure et la folie de cette femme que plus aucun fil ne relie au monde commun. C'est donc un homme fou, qui aime d'amour fou. Il n'a d'autre sens à sa vie que permettre à sa bien-aimée de vivre dans la réalité où elle se trouve. À lui de trouver les scénarios et l'argent pour être à la hauteur. Il fait en sorte que ce ne soit plus à elle à s'adapter au monde, mais que ce soit le monde qui soit adapté à elle. Après tout, le monde est ce que l'on en fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la réalité? Qui peut le dire? De temps en temps, il s'interroge. Il ne sait pas où tout cela l'emmènera. Avant de la connaître, il était déjà joueur, il réinventait son passé et s'amusait à refaire le monde. Puis il a trouvé en elle une joueuse à sa mesure. Il a parfaitement su qu'au moment où il entrait dans la fantaisie de cette femme, au moment où il acceptait de jouer le jeu, il plaçait sa vie de l'autre côté du monde. Oh oui, il y a quelque chose du Don Quichotte et Sancho Panza dans ce scénario. Plus il encourage la folie de sa femme, et plus le lien entre le réel et le faux s'efface. C'est ainsi que la bipolarité s'est accentuée, au point qu'elle ne vit plus que dans sa fantaisie, et elle s'y perd. La chanson que vous entendez derrière ma voix est de Leonard Cohen. Le titre est difficile à traduire. « Dance me to the end of love ». Littéralement, danse-moi jusqu'au bout de l'amour. Danse-moi. Une invention verbale qui illustre parfaitement ce roman d'Olivier Bourdeau. C'est un couple qui reprend ici la chanson. Les Civil Wars. J'aime beaucoup cette version parce que justement, c'est un couple qui chante. Comme on danse à deux. Why can't you come back and dance? Danse-moi. Please, Bojangles. Voilà une authentique déclaration d'amour. Ce livre fait partie des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Une histoire d'amour d'autant plus touchante qu'elle nous est contée par l'enfant qu'elle a fait naître. Pour retrouver l'univers de ce roman, mais aussi toutes les musiques qui ont habillé notre podcast, je vous donne rendez-vous sur notre site, tout avec presque rien. Nous y avons noté pêle-mêle des extraits, des liens, des pensées que ce livre nous a inspirés. Sur le site Tout avec presque rien, vous trouverez aussi toutes les autres émissions, dont La vie devant soi, de Romain Gary, ou Don Quichotte, que nous avons évoqué dans ce podcast. Retrouvez tous nos voyages littéraires sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire. Merci à Marie Michaud pour le mixage et les images. À bientôt.